Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous m'entendez, je vous remercie de bien vouloir vous manifester par un petit pouce ou quelque chose, super, ou un petit message dans, la section conversation que vous trouverez tout en haut à gauche. Super, merci à ceux qui ont réagi. Je vais, bientôt démarrer, vous partager. Je ne pense que pour le moment, vous ne voyez encore rien, mais ça ne saurait tarder. Hop, et hop. Normalement, vous avez, ma présentation qui est visible. Je vois un petit pouce en l'air, donc je présume que c'est bon. On va donc, hop, je vérifie que j'ai bien la main. Oui, j'ai bien la main. On va donc pouvoir, démarrer. Sur le mode de fonctionnement, donc, vous avez, une section, alors vous avez la partie, conversation, dans laquelle vous pouvez vous exprimer. Alors s'il vous plaît, plutôt s'il y a un souci technique, si à un moment vous ne m'entendez plus ou s'il y a quelque chose qui a buggé, utilisez-la pour ça, s'il vous plaît. Sinon, pour tout ce qui est questions et réponses, vous pouvez les poser au fil de l'eau, mais s'il vous plaît dans la section questions-réponses qui est dédiée à ça. J'y répondrai pas au fil de l'eau, mais je regarderai à la fin de la présentation. Il y a 10-15 minutes même, à partir de 13h30, qui sont dédiées à la réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas à renseigner la section questions-réponses au fil de l'eau, et dans 30 minutes, lorsque la partie présentation aura été terminée, je basculerai sur questions-réponses pour y répondre. Donc n'hésitez pas à les poser. Voilà, si après 2 minutes vous avez une question, bah, allez-y librement, et j'y répondrai à la fin dans l'ordre chronologique où elles ont été posées. Le sujet du jour est donc hydrologie et changement climatique. Donc 30 minutes où je vais vous dérouler une petite présentation dans l'objectif d'y voir un petit peu plus clair sur ce sujet, et 15 minutes qui vont suivre de questions avec une fin programmée du webinaire pour 13h45. Je vais juste vérifier, hop, attendez, je relance mon partage. Voilà, normalement, c'est OK. Je passe donc sur une petite introduction où j'ai mis, hop, des citations. C'est des réflexions que j'ai récemment reçues, alors soit dans le cadre de formations que j'ai données, soit dans le cadre de mon activité de conseil. Je vous les livre, enfin j'en ai sélectionné un peu 3 que je vous livre ici en préambule, et on reviendra sur ces 3 assertions à la fin du webinaire. Heu, la première, c'est des questions un peu, plutôt, ou des constats, on va dire, voire des constats peut-être un peu désemparés pour certains. Le premier, c'est un gestionnaire de réserves naturelles, alors dont on m'a rapporté les propos et qui dit: «Bah, voilà, je constate depuis 20 ans que la tourbière, pardon, de la réserve dont je m'occupe s'assèche. Heu, dois-je la laisser s'assécher ou bien doit-on l'alimenter pour la maintenir à un certain taux d'humidité?» Dit autrement, je constate déjà des choses. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais mon petit doigt me dit que ça pourrait être pire. Qu'est-ce que je fais, s'il vous plaît? Heu, autre petit retour d'expérience, c'est un exploitant de centrale hydroélectrique. Il me dit la chose suivante: «Bah, il y a 30 ans, l'étiage, c'était du 15 juillet au 15 août, donc respecter un débit réservé sur un mois et limiter ma production d'électricité sur ce mois-ci, c'était pas forcément très impactant pour moi économiquement. Aujourd'hui, c'est du 15 juin au 15 octobre, et donc plutôt que d'avoir un mois où je ne pouvais que très peu produire, bah, ça se transforme en 4 mois où je peux très peu, voire pas du tout produire. Alors ça, j'ai mes projets du passé, alors que j'ai peut-être déjà, en partie amortis, donc sur lesquels c'est pas forcément très problématique. Mais qu'est-ce que je fais pour mes projets futurs? Comment je peux anticiper leur rentabilité ou au contraire leur absence de rentabilité?
Qu'en est-il des projets dont la concession doit éventuellement être renouvelée? Et puis le dernier petit retour d'XP, c'est un service de gestion des crues, qui nous dit qu'il a connu 3 crues centennales en 10 ans et qu'il ne sait pas si le débit qu'il considère dans ses études d'inondation est pertinent pour les décennies qui viennent ou pas. Donc on a là un panorama un peu représentatif à mon sens de 3 métiers qui sont complètement différents, hein. Un gestionnaire de réserve, un exploitant de centrale, un gestionnaire un service de gestion des crues. 3 métiers radicalement différents, mais 3 fois la même question. C'est de l'incertitude sur ce qui va se passer, sur quels chiffres est-ce que je peux décider quand le passé, ce que j'ai observé jusqu'à présent, ne garantit plus le futur. Et même à vrai dire, quand le passé ne garantit plus le présent, puisqu'il y a des choses qui sont déjà constatées aujourd'hui. Donc on va revenir à la fin sur ces 3 questions en déroulant hop, le programme suivant. On va d'abord parler du passé observé, du futur ensuite projeté. En partie 3, les outils que l'ingénieur a à disposition pour répondre à ces questions. Et enfin, la partie questions. Alors je vais juste switcher un tout petit peu parce que j'ai un petit bug sur mon écran, juste pour m'assurer que c'est bien OK. Et je le repartage juste après, voilà. J'ai une partie de l'écran qui n'apparaît pas. Mais hop, je le remets ici. Et hop, voilà. Commençons par le passé observé. Alors vous connaissez tous, non pas forcément tous, parce que parmi les participants et qui sont nombreux à ce webinaire, beaucoup ne sont pas en France ou ne travaillent pas en France. Donc alors pour ceux qui sont en France, vous connaissez tous probablement le site Hydroportail. Pour ceux qui ne sont pas en France, Hydroportail, c'est un site qui agglomère les mesures qui sont réalisées par les services de l'État sur quelques milliers de stations hydrométriques. Alors j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est de l'ordre de 4000. Donc vous avez ici 4000 points à l'échelle du territoire français qui représentent les stations hydrométriques sur les cours d'eau. Et toutes ces données sont accessibles librement via un site qui est indiqué juste en dessous. Sur toutes ces stations hydrométriques, on a des mesures de débit qui sont réalisées et qui sont bien réalisées depuis 10, 20, 30, 40, 60, parfois davantage, années. Et donc on a un recul, alors ça dépend de la station, hein, mais qui est plus ou moins profond sur ces quelques milliers de stations hydrométriques. Et tout ça est synthétisé en ligne et gratuitement accessible par l'intermédiaire de ce qu'on pourrait appeler des fiches stations. Je vous en ai mis un exemple ici, qui est l'ex à Saint-Germain-Laval. Alors j'en ai pris une parmi les 4000. Hein. Et là, j'ai simplement illustré quelque chose que l'hydroportail appelle les hautes eaux, c'est-à-dire les débits de crue. Et notamment ce qu'il appelle le QX, c'est-à-dire le débit maximum instantané. Lui, évidemment, le site répertorie les mesures toutes les 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ça dépend des stations. Mais ensuite, il en propose un traitement statistique. Si par exemple vous êtes un service de gestion des crues, vous êtes peut-être intéressé par avoir le débit dit décennal, le débit dit cinquantenal, le débit dit centenal, peut-être même le débit millénal ou décamillénal, selon ce que vous avez à faire dans votre travail. Et donc sur cette station, pour les hautes eaux et pour le débit instantané maximum, c'est-à-dire la pointe de débit à l'échelle d'une année, eh ben, vous avez ici un traitement qui est réalisé pour évaluer différents débits. Vous avez ça sur la partie ici à droite. Vous avez 46 années qui ont été utilisées pour cette station, une loi statistique qui ici en l'occurrence est une loi GEV, c'est une sorte de généralisation de la loi dite de Gumbel, et en utilisant cette loi statistique, vous avez sur la droite des estimations. Par exemple, prenons la dernière cellule tout en bas de la crue cinquantenale, c'est-à-dire du débit maximum instantané
qui a une chance sur 50 d'être dépassé chaque année. Et comme on n'a quand même que 46 points, vous avez juste en dessous une évaluation de ce qu'on appelle l'intervalle de confiance de ce débit, qui s'appuie sur le fait qu'on a un nombre limité de données pour y accéder et que donc ça se traduit par une incertitude. Incertitude qui est d'autant plus grande que la période de retour ou le temps de retour qu'on va chercher à estimer est important. D'où la courbe bleue qu'on voit en dessous, la courbe enveloppe avec la courbe bleue du bas et la courbe bleue du haut, qui a une forme de trompette qui s'élargit à mesure qu'on va vers les fréquences importantes et donc vers les temps de retour importants. Ça, c'est top. Mais tout ça repose sur une hypothèse qui est le fait que le climat, alors le climat pas forcément, mais en tout cas que la chronologie des débits sur ce cours d'eau est stable dans le temps. Alors, le site Hydroportail va quand même un peu plus loin et il fait des tests statistiques pour s'assurer que la distribution qu'il a choisie, elle tient la route, qu'il n'y a pas de tendance significative dans les données, c'est-à-dire une augmentation progressive ou, pas, ou à la hausse ou à la baisse, ou une diminution progressive, qu'il n'y a pas de rupture non plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas des comportements qui changent entre avant et après une certaine date. Et l'hydroportail donne les résultats de ces tests, et là ce qu'on peut voir par exemple, c'est que, attention, sur ces données, il y a un test statistique de tendance qui a été réalisé et qui met en évidence que, attention, il y a une tendance significative. Ça veut dire qu'il y a une tendance significative sur cette station de mesure, alors à la hausse ou à la baisse, on pourrait rentrer dans le détail, mais en tout cas, il y a une tendance sur le débit instantané maximum annuel de crue. Autrement dit, qu'est-ce que vaut une analyse statistique qui considère que le passé est représentatif du présent et du futur? La question se pose encore plus, qu'est-ce que ça vaut dans ce contexte-là? Alors évidemment, on trouve des stations sur l'hydroportail où il y a des tendances, parfois même il y a des ruptures, et beaucoup aussi où il n'y en a pas. Et puis sachant que le sujet du webinaire, c'est le changement climatique, mais il peut y avoir des tendances et des ruptures pour d'autres raisons que le changement climatique. Une station peut être influencée par d'autres choses. Si vous construisez par exemple un barrage sur un cours d'eau, il est évident que l'hydrologie du cours d'eau à l'aval du barrage risque d'être modifiée. Vous allez peut-être tamponner les crues. Si vous vous rendez compte que sur le débit de crue, vous avez une tendance à la baisse, voire une rupture à la baisse, le changement climatique n'y est pour rien, c'est simplement que vous avez fait un aménagement qui a bouleversé l'hydrologie en aval. Toujours est-il qu'à ce stade, mon discours, c'est simplement de dire, attention, ça pose question. Alors, il y a des gens de l'INRAE, donc l'INRAE, c'est un centre de recherche, notamment en environnement, c'est le E qui est à la fin, et qui a mis à disposition, tout aussi gratuitement que l'hydroportail, les résultats d'un projet qui s'appelle Macao, qui est un projet dans lequel les chercheurs de l'INRAE qui y ont contribué ont analysé les évolutions hydrologiques de cours d'eau, alors pas n'importe lesquels, les cours d'eau dits non influencés, c'est-à-dire les cours d'eau pour lesquels ils ont estimé que l'influence anthropique était suffisamment faible pour qu'on puisse considérer que s'il y a une tendance sur ces cours d'eau, elle est liée au changement climatique et à rien ni personne d'autre. Donc sur les à peu près 4000 stations hydroportail, ils ont fait un grand écrémage puisqu'ils en ont sélectionné 228. Mais sur ces 228-là, ils ont analysé la tendance de façon à voir ce que le changement climatique avait fait depuis jusqu'à aujourd'hui. Je parle pas de l'avenir, ça va être l'objet dans quelques minutes, je parle du passé. Et vous avez tout ça accessible sur le site qui est indiqué ici en bas. Et alors là, j'ai simplement fait des imprimés écran de ce site que je trouve vraiment très très bien fait. Là, vous avez par exemple les 228 stations étudiées dans le cadre de ce projet non influencé à l'échelle du territoire français, mais des choses similaires sont peut-être faites, probablement même, dans beaucoup d'autres pays. Alors je présente celles sur lesquelles j'ai eu l'occasion de m'appesantir plus en détail, mais il y a probablement des choses dans beaucoup d'autres endroits, et à partir de toute façon même des données d'une station hydrométrique, on peut mener ce travail soi-même station par station. Ici est représenté, en tout cas à l'échelle du territoire français,
la moyenne annuelle du débit journalier. On va faire simple, en gros, c'est ce qu'on appelle le module, le débit moyen. Et est représenté, chaque station est représentée par un point. Alors, un rond ou un triangle. À la hausse, avec la pointe vers le haut, comme si vous regardez ce qui se passe du côté de Dunkerque, ici, tout au nord de la France, ou avec la pointe vers le bas, comme si vous regardez ici, tout en bas, ce qui se passe du côté de Perpignan. Et lorsque c'est des ronds, enfin, pardon, excusez-moi, et la couleur indique la tendance observée sur chacune de ces stations hydrométriques, à la hausse, auquel cas c'est en vert, ou à la baisse, auquel cas c'est en marron, du débit. Quand c'est un rond, ils ont estimé que les évolutions étaient faibles et non significatives. Lorsque c'est un triangle, qu'il soit vers le haut ou vers le bas, ils ont estimé que la tendance était significative. Donc je prends par exemple, allez, je suis allé au nord, je suis allé au sud, maintenant je vais aller complètement à l'ouest de la pointe finistérienne en Bretagne. Vous avez un triangle vers le haut, doit être à peu près à, allez, peut-être 0,8% d'augmentation du module chaque année depuis 60 ans, entre 1968 et maintenant. 0,8% d'augmentation du module depuis 60 ans, ça fait peut-être quelque chose autour de 50% d'augmentation de ce débit. Et puis si je prends un cas un petit peu extrême, où j'ai une diminution de jusqu'à moins 1,2%, eh ben, c'est cette diminution du débit moyen annuel sur cette soixantaine d'années. Alors, il n'y a pas de généralité à tirer de cette carte. Néanmoins, on peut quand même se rendre compte que sur les stations qui sont représentées, hein, qui sont 5% de toutes les stations hydrométriques françaises, celles qui sont non influencées, on a quand même globalement, en dessous d'une ligne qui sépare le pays du sud-ouest au nord-est, globalement des tendances à la baisse avec des ordres de grandeur de 0,5, de moins 0,5 à moins 1% par an, et au-dessus, globalement, des tendances au statu quo. Alors, sachant que c'est beaucoup plus hétérogène que ça, hein. Il y a aussi du statu quo en bas, il y a aussi quelques augmentations en haut, voire même quelques baisses, hein. Moi, j'habite près de Strasbourg ici, je suis carrément de l'autre côté, je suis à l'est, à côté de l'Allemagne ici. Bah là, on a une station, ici, c'est la Lièvrette, qui, elle, est en tendance à la baisse. Macao a fait ça pour le débit moyen, le débit d'étiage, le QMNA, où les conclusions sont un peu similaires à celles qu'on avait sur le débit moyen, mais en plus marqué. Et si vous regardez le minimum, hein, il est même à moins 2% par an de moyenne en 60 ans, soit ça doit faire à peu près une division par 2 du débit d'étiage annuel. QM, donc le M c'est pour mensuel, hein, donc du débit mensuel d'étiage annuel. Mais avec quand même beaucoup de disparités, hein. Vous voyez, même certaines régions dans le nord, notamment en Bretagne, dans le nord-ouest, sont à la baisse. Mais aussi, là, on voit une station hydrométrique près de Marseille qui est à la hausse. Donc, il y a beaucoup d'hétérogénéité là-dedans, quand même. Et puis, dernière petite illustration de Macao, c'est sur les débits journaliers maximum. Là, on est plus sur les crues. Là, c'est beaucoup moins marqué. Alors, on a globalement quand même un peu plus de baisse, notamment dans le sud de la France et quelques hausses dans le nord, mais beaucoup d'hétérogénéité aussi et beaucoup de stations sans tendance marquée. Donc si je synthétise un petit peu tout ça, qui est l'analyse du passé hydrologique de la France sur 228 stations non influencées par l'homme, ou peu influencées par l'homme. Beaucoup de stations sans tendance significative, mais aussi beaucoup avec des tendances marquées, qui peuvent être à la hausse comme à la baisse. Même si globalement, on a plus de tendance à la baisse sur l'ensemble des indicateurs hydrologiques, hein, que je parle du débit moyen, du débit d'étiage, ou aussi du débit de crue. Mais on n'a pas de régionalisation véritablement parfaite, et on a beaucoup de particularités locales selon qu'on regarde une station ou une autre. Maintenant, je regarde le futur. Ça, c'était jusqu'à présent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe demain? Alors, vous avez tous entendu parler du GIEC, de l'IPCC. Dans son dernier rapport, donc le rapport d'évaluation en 2021, l'AR6, le GIEC a fourni différentes projections
les SSP 1-1.9 jusqu'au SSP 5-8.5. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce ne sont pas des prévisions, ce sont des projections. Alors, quelle est la différence? Il est important vraiment de la comprendre pour la suite. Une prévision, c'est la meilleure estimation qu'on peut faire de ce qui va se passer à partir du moment où on connaît l'état initial et un modèle qui permet de mettre en équation l'évolution. Typiquement, je connais la météo aujourd'hui, là je regarde par la fenêtre, le temps est plutôt dégagé, ensoleillé, avec une température de l'ordre de 20-21 degrés, j'habite à Strasbourg. Bah, connaissant l'état initial, connaissant les équations de la météo, je suis capable, non, les services météorologiques sont capables de prévoir le temps à échéance de quelques jours, disons 3 jours. Ça, c'est une prévision. Une projection, c'est différent. Une projection, c'est estimer ce qui va se passer à partir d'un état initial, des équations qui régissent l'évolution des grandeurs, mais aussi d'un scénario. Donc c'est comme si le temps qu'il allait faire à Strasbourg dans 3 jours, j'en étais en partie responsable. Et les projections, c'est ce que le GIEC et les climatologues peuvent faire, puisque pour savoir quel sera le climat en 2050, en 2100, certes, ça dépend de l'état du climat aujourd'hui, certes, ça dépend des équations qui régissent les phénomènes climatiques et météorologiques, mais ça dépend aussi de ce que nous, humains, allons faire, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est ça l'idée de ces scénarios, c'est dire, on va avoir des scénarios avec ce qu'on appelle des forçages radiatifs différents. C'est le nombre qu'on trouve à la fin du scénario. Le 1.9, c'est 1.9 watts par mètre carré. Et le scénario le plus haut, le 8.5, c'est 8.5 watts par mètre carré. C'est le forçage radiatif par rapport au bilan radiatif de la Terre. Donc en gros, c'est la puissance par mètre carré que les humains mettent en plus dans l'atmosphère par rapport aux conditions de l'ère, ce qu'on appelle pré-industrielle. Ces scénarios du GIEC donnent des fourchettes de réchauffement. Ça, c'est le boulot des climatologues. Alors, ce qu'on retient souvent, c'est plus le réchauffement le plus probable, qui est tout à fait à droite. Mais moi, j'aime bien parler des fourchettes parce que ça traduit le fait qu'il y a de nombreuses, alors nombreuses, pas forcément, mais importantes en tout cas, incertitudes dans ces évaluations. Et si vous regardez, par exemple, la fourchette du premier scénario, entre plus 1 et plus 1,8 degrés Celsius de réchauffement en moyenne à l'échelle de la Terre, en fait, la fourchette coupe la fourchette du second qui est entre 1,3 et 2,4, qui elle-même coupe la fourchette du troisième, etc., etc. Et même si vous regardez, le troisième scénario à 4,5, il a une fourchette qui est en partie recouverte par le cinquième scénario à 8,5, puisque le troisième monte à max 3,5 degrés Celsius et le cinquième commence à 3,3. Ça, c'est très bien ce que fait le GIEC par rapport à ça. Ça nous donne ce qu'on peut appeler des futurs possibles. Mais le GIEC ne donne pas aujourd'hui explicitement d'occurrence à ces scénarios. Alors, même s'il y a de grandes discussions là-dessus, notamment par les chercheurs qui sont plus des chercheurs en économie, et qui voudraient qu'on mette quelque chose qui puisse dire, voilà plutôt, on a 80% de chance de plutôt avoir ça, ou 0,2% de chance de plutôt avoir ceci. Mais aujourd'hui, ça, c'est pas fait de façon explicite par le GIEC. Et c'est d'ailleurs une des critiques qui est fait à ces choses-là, hein. Notamment dans un article de 2020 publié dans Nature, dont j'ai cité une citation en bas, c'est lorsque les spécialistes, sous-entendu les climatologues, refusent d'attribuer des probabilités, les utilisateurs, c'est-à-dire nous, le font souvent eux-mêmes, et la plupart s'en sortent mal car ils ne maîtrisent pas suffisamment les hypothèses qui sous-tendent ces scénarios. Oui, typiquement, moi il m'arrive en formation, quand je fais une prestation de conseil, on me dit mais quel scénario je dois considérer? Je peux donner un avis, mais en fait j'en sais rien, je ne suis pas climatologue. Voilà, cette petite illustration illustre bien la friction qu'il y a entre la proposition de ces scénarios, et qui est très bien, parce que c'est des futurs possibles euh, pour la Terre, des climats possibles futurs pour la Terre. Donc ça, c'est très chouette d'avoir ces ordres de grandeur-là, mais la difficulté, c'est de savoir où on va là-dedans. Et comme ça dépend de ce qu'on va faire, nos émissions, c'est difficile. Alors, ça, c'était à l'échelle globale.
Ensuite, chaque région du monde, chaque pays peut décliner l'évolution globale et moyenne à l'échelle de la Terre en évolution plus régionale. Alors là, j'ai repris la France comme exemple, et puis après, je montrerai un exemple dans un autre pays. En France, l'INRAE, toujours eux, hein, très actifs sur ce domaine-là, a récemment mis à disposition, enfin il y a 2 ans maintenant, en 2024, les résultats d'un projet qui s'appelle Explore 2, dont l'objet était de fournir des projections hydrologiques sur, en gros, les stations hydrométriques dont on dispose sur le territoire français. La démarche de calcul, c'était la suivante, c'est j'ai des modèles climatiques globaux, je vais faire une descente d'échelle, pardon, pour savoir ce qui va se passer à l'échelle régionale, à l'échelle d'un pays, à l'échelle même plus spécifiquement des différentes parties de ce pays, et je vais rentrer ces données climatiques en entrée d'un modèle hydrologique qui va me sortir les débits du futur. Explore 2 a joué 3 scénarios RCP 2.6, 4.5, 8.5. Alors, cela, il s'appelle RCP parce que au moment où le projet a démarré, le rapport numéro 6 du GIEC n'était pas sorti, donc c'était la dénomination du rapport précédent. Peu importe, hein, le dernier chiffre 2.6, 4.5, 8.5, c'est le forçage radiatif ici aussi. Et Explore 2 a mis à disposition sur un site gratuitement, publiquement, les résultats. Donc ce site, c'est Drias.O, et sur Drias.O, vous trouvez des cartes, des graphiques, des fiches station par station, et même des chroniques de débit journalier futur possibles selon le scénario qui a été choisi. Ça, c'est super. Il faut juste avoir en tête, et ça va être là toute la difficulté, c'est que les incertitudes sont méga grandes. Il y a des incertitudes des modèles. Modèle climatique global, modèle climatique régional, modèle hydrologique. Il y a des incertitudes sur le scénario. Si je suis en scénario avec un petit forçage radiatif ou avec un méga forçage radiatif, c'est pas pareil. Il y a la variabilité naturelle du climat. Et puis il y a aussi toute notre ignorance, hein. Il y a des choses que les modèles climatiques, alors je ne suis pas climatologue, donc je ne vais pas rentrer dans du détail, mais de ce qu'en disent les climatologues, il y a des choses que les modèles climatiques globaux prennent pas ou mal en compte et qui peuvent quand même se produire. On pense notamment spontanément au courant de la MOC, hein, qui permet à l'Europe d'avoir un climat beaucoup plus tempéré que l'Amérique du Nord, avec des hivers notamment beaucoup plus doux. Et ben ça, est-ce que ça va perdurer ou pas, et est-ce que les modèles sont capables de bien le prendre en compte? Et petite illustration, hein, à l'échelle du territoire français, pour un scénario donné, selon qu'on prenne tel modèle global, tel modèle régional, là, j'ai même pas fait d'hydrologie encore, hein, c'est juste la pluie. On a des résultats qui peuvent nous dire que la pluviométrie augmente dans le nord-est du pays et est à peu près stable dans le reste du territoire. Et d'autres modèles qui nous disent la pluviométrie est stable dans le territoire, mais elle diminue fortement dans la partie sud et dans la partie ouest. Autrement dit, des résultats qui sont très différents. Ah oui, mais ça, c'est de l'incertitude intrinsèque. Là, c'est même pas au scénario, c'est au modèle, puisque ça, c'est pour un scénario donné. Alors, regardons ce que nous dit Explore 2. Il nous donne des fiches stations. J'ai repris l'ex à Saint-Germain-Laval, et là, Explore 2 nous dit, bah voilà, regardez ce qui peut se passer si on suit tel ou tel scénario. Là, vous avez le débit au cours d'une année, débit journalier au cours d'une année. La courbe noire, c'est la situation de référence, c'est-à-dire actuelle. Ce qu'ils appellent référence, c'est 76-2005, 1976-2005. Tout ce qui apparaît en gris, vous avez 235 courbes, c'est 235 projections hydrologiques jouées pour cette station. Ils ont fait tourner 235 fois un ou plusieurs modèles, ça dépend des stations. Et ils ont mis tous les résultats. Et les couleurs, c'est 4 scénarios, 4 narratifs que l'INRAE a décidé de mettre en évidence. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer. Ça veut dire que c'est ça qui peut se passer sous couvert des hypothèses de ces narratifs.
Ces fiches stations, c'est important de l'avoir en tête. Alors, il y en a 235 et elles sont toutes sous RCP 8.5 watts par mètre carré de forçage radiatif, le maximum. Ce qui s'explique par le fait que dans ces fiches, INRAE a voulu mettre en évidence des comportements un peu variés. Ça ne veut pas dire forcément que c'est ça qui va se passer. C'est ça qui peut se passer si on joue ce scénario, avec toutes les incertitudes en plus que ça présente. Mais maintenant, il faut... Alors, là, c'est illusoire. Choisir là-dedans ce qui va se passer, on n'en sait rien. Mais choisir là-dedans ce qui est pertinent par rapport à notre questionnement. Maintenant, regardons avec tout ça, faisons le point sur ce que peut faire l'ingénieur face au changement climatique. La première solution, alors pardon, il y a des 1 qui sont apparus partout, c'est 1, 2, 3, 4. La première solution, c'est ne rien faire. C'est pas forcément idiot, hein. Si vous êtes en train de dimensionner un ouvrage avec une petite durée de vie, allez, 10 ans, si de toute façon votre ouvrage il est là pour durer 10 ans, pourquoi se prendre la tête à prendre un phénomène compliqué, qu'on ne saura pas probablement évaluer avec précision, si de toute façon on est à une échéance de 10 ans, sachant que généralement le climat, on parle plutôt on regarde les choses à des durées de 30 ans. Donc c'est pas forcément idiot. Toujours. Parfois ça peut l'être, mais c'est pas forcément toujours idiot. Autre possibilité, alors c'est celle dont on rêverait tous, à vrai dire, je pense, hein, c'est de pouvoir appliquer un coefficient forfaitaire. Je fais comme j'ai l'habitude de faire, je ne change rien, mais à la fin, je multiplie par 1,18. Pourquoi 1,18? Parce que j'ai pu... Ouais, bon, le 1,18, il est compliqué si ce n'est impossible à évaluer, mais en tout cas, c'est une approche qui est possible. Alors, difficile et illusoire à l'échelle d'un territoire, je vous renvoie à ce que j'ai illustré par exemple sur la France avec Macao. Selon la station qu'on considère, ça va dans un sens, ça va dans l'autre, dans des ampleurs différentes, ça ne bouge pas. Et ça, c'était que le passé. Qu'est-ce que ça va être pour le futur? Donc c'est probablement illusoire que d'imaginer pouvoir faire ça pour tous les projets, pour tous les sujets, et avec un coefficient unique. Pour autant, c'est pas idiot, et notamment quand je pense à des grands projets dans lesquels on adopte de toute façon une démarche sécuritaire, c'est pas idiot, il suffit qu'on se mette autour de la table et de façon concertée, qu'on cherche une valeur de coefficient de sécurité, ce qui se fait déjà dans plein de domaines par rapport à d'autres risques que le risque climatique. Si on est en train de construire une centrale nucléaire au bord du littoral, à quel niveau d'altitude est-ce qu'on va la positionner par rapport au risque de montée des eaux, qui est un risque, un risque qui est même quelque chose qui va se produire dans des proportions. Alors, on ne connaît pas forcément les proportions, mais en tout cas, on sait que ça va se produire, et ça s'est déjà produit, hein. Le niveau de la mer a déjà monté depuis 150 ans d'à peu près 25 cm. C'est pas idiot de se dire, il faut qu'on en tienne compte. On ne sait pas le calculer précisément, mais on va adopter un méga coefficient de sécurité, je vais dire x2, mais complètement au pif, hein, ça peut être autre chose, sur lequel on va se mettre d'accord pour arbitrer et prendre une décision. Troisième méthode, c'est jouer des futurs possibles avec des projections hydroclimatiques. Ça, c'est typiquement ce que j'ai illustré avec la France, et le projet Explore 2. Alors attention, la difficulté, et c'est d'ailleurs ce que recommandent les chercheurs d'Explore 2, hein, c'est ne pas choisir un seul scénario. Il faut en choisir plusieurs et il faut choisir des scénarios variés. Mais la question se pose quand même, c'est oui, mais d'accord, c'est bien gentil, mais quel scénario est-ce que je choisis? Est-ce que je prends plutôt celui-ci, plutôt celui-là? J'en sais rien, je ne suis pas climatologue, moi. Comment est-ce que je fais pour déterminer ce qui est le plus pertinent pour mon projet? Donc, on peut faire ça, ça a son intérêt, je vais montrer un exemple après, mais ce n'est pas simple non plus. Et la dernière solution, c'est ce qu'on appelle l'analyse de robustesse avec l'approche CRIDA. Je vais illustrer ça un petit peu ici. Alors, c'est quelque chose d'un peu plus récent et qui part du principe que, en gros, on ne sait pas choisir le meilleur scénario. On ne sait pas quel est le scénario adapté. Et donc l'approche CRIDA, c'est de se dire, OK, je ne vais pas choisir un niveau de stress, autrement dit un scénario, et déterminer si mon système tient ou pas. Je vais inverser la logique. Je vais déterminer à partir de quel niveau de stress mon système ne tient plus, et je vais ensuite regarder où sont les projections climatiques par rapport à ce niveau de stress. Si ce niveau de stress est supérieur à tout ce que disent les projections climatiques, en gros, je m'en fous, mon système est robuste au changement climatique. Et je vais montrer un exemple après.
Alors, évidemment, quand certaines projections seront au-dessus, bah, il faudra prendre une décision, mais en tout cas, on aura une vue qui sera plus large de ce qui peut se passer pour notre système. Je vais illustrer ça avec un exemple. Là, on est aux États-Unis, on est à Boston. Je vous ai mis les références pour ceux qui voudraient avoir le détail de l'étude qui a été publiée. Ça date un peu, hein, c'est maintenant une quinzaine d'années, mais c'est vraiment une démarche qui est vraiment très, très intéressante à mettre en œuvre. Donc Boston alimente sa population, alors une partie de sa population, j'avoue que je ne sais pas si c'est la totalité, mais Boston, c'est à peu près, je crois, 6 millions d'habitants, en eau potable avec un lac. Ce lac, il est là, et la question, c'est ben, est-ce que l'alimentation en eau de la ville de Boston est robuste au changement climatique? Et donc, ils ont mis en œuvre, je ne fais que retranscrire ce qui a été fait, hein, je n'y ai pas directement participé, ils ont mis en œuvre l'approche suivante. On va simuler ce qui peut se passer sur une durée très grande, 50 000 ans. On va partir d'un certain état, c'est-à-dire mon lac, il est rempli à tel niveau l'année N. Et ensuite, je vais générer des pluies et des températures en visant super large, c'est-à-dire que les projections climatiques vont me dire que ça va peut-être varier dans une plage de 1, je dis ça au hasard, de 1 à 3. Moi, je vais tirer de 1 à 10, plus large. Donc, je vais aller plus loin dans les possibles en termes de variation de pluie, plus loin dans les possibles en termes de variation de température. Et je vais jouer ça dans un modèle hydrologique de mon bassin versant. Il dit en gros, j'ai la pluie qui tombe qui alimente le lac, j'ai de l'évapotranspiration qui dépend de la température qui fait perdre de l'eau, j'ai du ruissellement, et le ruissellement me remplit plus ou moins le lac qui est vidé en fonction de la demande en eau potable. Et je simule ça sur, il, simule ça sur 50 000 ans. Et en jouant des pluies et des températures qui peuvent varier dans des proportions supérieures aux projections climatiques. Et donc notamment, hein, ils ont regardé ce que disait le passé en termes de précipitation et de température, et ils ont regardé les projections, et ils ont tapé encore plus large que ça, donc encore plus large que le graphique en haut à droite. Et puis ensuite, ils ont défini un seuil de performance, ils ont dit, OK, je vais considérer que mon système tient la route si j'arrive à alimenter Boston en eau potable 95% du temps. Si c'est supérieur à 95, c'est bon, si c'est inférieur, c'est pas bon. Et ils ont représenté ça dans un graphique où vous avez sur un axe la variation de précipitation, sur un autre la variation de température, et l'échelle des Z, des altitudes, et la couleur, c'est le critère de performance. Quand c'est rouge, tout va bien. Quand c'est bleu, ça ne va plus, puisqu'on est largement en dessous de 95%. Là, c'est le même graphique, mais représenté en binaire. Tout ce qui est vert, c'est supérieur à 95%, tout ce qui est blanc, c'est inférieur. Donc, en vert, tout va bien, le changement climatique, on s'en fout. En blanc, tout va mal, le changement climatique nous met dedans. Et les points rouges, ce sont les projections, c'est 39 projections climatiques. Alors, à ce stade, selon les projets, il peut y avoir 3 conclusions, hein. Soit tous les points rouges sont dans la zone verte, et auquel cas, c'est pas de problème de changement climatique pour mon activité. Soit tous les points sont dans la partie blanche, et le problème, c'est gros problème pour mon activité, quelles que soient les projections climatiques. Soit c'est contrasté comme ici, et on ne peut pas conclure, si ce n'est dire qu'on n'a pas de certitude et qu'on ne peut pas garantir à coup sûr la performance du système avec le changement climatique. Donc, ça ne nous donne pas forcément la solution, hein, mais ça nous donne une vue d'ensemble de tout ce qui peut se passer et ça nous fiabilise notre prise de décision. Sachant que si on avait juste pris un ou deux scénarios là-dedans, on aurait pu tomber dans le vert et penser « Ah, c'est bon, tout va bien », ou tomber dans le blanc et dire « Ouh là là, c'est la cata », alors qu'en vrai, la conclusion, elle est plus contrastée que ça. Allez, je termine. Je vois que j'ai un peu trop parlé par rapport au temps. Et je termine en revenant sur mes 3 questions initiales avec le gestionnaire de la réserve, qui constate que sa tourbière s'assèche et qui demande s'il doit la laisser s'assécher ou bien s'il doit l'alimenter et donc en faire une réserve anthropiquement alimentée en eau.
Une solution, ce serait d'effectuer un petit peu ce qui a été fait pour l'alimentation en eau de Boston, une analyse de robustesse sur base d'un petit modèle hydrologique de la tourbière, en tenant compte de différents scénarios de pluie qui vont l'humidifier, d'arrivée de ruissellement, de température qui va conditionner l'évapotranspiration, et de regarder, en fonction des futurs possibles, en forçant le trait par rapport aux projections climatiques, comment la tourbière peut évoluer en termes de taux d'humidité moyen. Et en regardant où ça se trouve par rapport aux projections climatiques, on pourra déjà savoir ce qui devrait se passer ou ce qui pourrait se passer dans le futur. Et ça aidera le gestionnaire. Ça ne lui dira pas ce qu'il doit faire, mais ça pourra l'aider dans sa prise de décision. Notre exploitant de centrale hydroélectrique, pour qui l'étiage durait 1 mois il y a 30 ans et pour qui ça dure 4 mois aujourd'hui, on peut lui dire, quand tu as un nouveau projet et que tu en évalues le productible, c'est-à-dire que tu t'appuies sur la connaissance historique des débits du cours d'eau pour calculer ce que tu vas pouvoir en tirer en termes de production d'électricité, et donc la rentabilité ou pas de ton investissement, ne fais pas ça que sur base du passé. Va aussi choisir des scénarios hydrologiques, par exemple en France Explore 2 ou ailleurs autre chose. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais il y a dans la littérature un exemple très sympa sur l'hydroélectricité à l'échelle de tout un pays, à l'échelle du Cameroun, et qui est analysé au regard de cette méthode-là, qui est vraiment bien faite, et selon la région du monde dans laquelle vous êtes, vous avez des données sur lesquelles vous appuyez pour faire ça. Et une fois qu'il aura joué ces scénarios, il aura des possibles sur son productible. Et si, par exemple, imaginons que le scénario du pire conduit à ce que son productible reste acceptable et sa rentabilité assurée, certes, changement climatique, mais son activité de production d'hydroélectricité sur ce cours d'eau ne serait pas forcément mise en péril. Ou une autre conclusion en fonction de ce que cette analyse donnera. Alors pour le gestionnaire de crue, c'est plus difficile, parce que là on parle de débits vraiment extrêmes. Quand j'ai parlé de débits de crue jusqu'à présent, c'était des crues, c'était le maximum annuel. Un gestionnaire de crue, il parle de crues centenales, voire même, s'il s'occupe de barrages, il va parler de crues décamillénales. Là, c'est des extrêmes, et les extrêmes sont des valeurs qui sont les moins bien projetées dans le futur. Une solution quand même possible déjà, c'est quand même déjà regarder les tendances sur les débits de crue annuels. Alors, certes, c'est le passé, mais on peut regarder ça un petit peu sur le futur avec les projections. Certes, ce n'est pas les extrêmes, mais ça donnera déjà des idées, et peut-être qu'après, on peut définir un coefficient de sécurité sur cette base-là de façon concertée. Alors, ce ne sont que des solutions possibles, ce n'est pas des solutions définitives, mais en tout cas, il y a des choses à faire et des choses intelligentes à faire pour chacune des problématiques qu'on avait posées. Allez, avant-dernier slide pour conclure. Donc les idées à retenir, c'est que le changement climatique, c'est maintenant, enfin c'est même le passé, c'est maintenant et c'est demain, mais il y a déjà des impacts aujourd'hui. Sur le futur, il y a beaucoup d'incertitudes. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes qu'il ne faut rien faire ou qu'il faut arrêter de réfléchir. Il faut savoir décider avec cette énorme incertitude. Ce n'est pas facile, mais c'est ça qui, à mon sens, est très intéressant. On a plusieurs outils à disposition, ne rien faire, le coefficient forfaitaire, jouer des scénarios ou l'approche robuste, à utiliser selon le domaine d'activité où vous êtes, selon les projets, selon l'enjeu, etc., etc. Puis j'ai remis une petite citation, mais une autre, ça c'est un gestionnaire de barrage, je dois évaluer un débit de période de retour de 10 000 ans à partir de 60 ans de données. Dans un climat qui change, je suis perdu. Oui, on le serait tous, je pense, mais j'espère en tout cas qu'avec les éléments que j'ai présentés dans ce petit webinaire, on n'a pas forcément la réponse à cette dernière problématique, mais en tout cas, on a les idées un petit peu plus claires pour pouvoir aborder le problème de façon un petit peu plus sereine. Voilà pour ce que je voulais vous présenter. Si vous voulez aller plus loin et vous projeter dans vos cas d'usage, alors j'ai une formation sur l'hydrologie et le changement climatique que j'ai déjà fait à plusieurs reprises et que j'adapte en fonction des métiers. Là, je l'ai fait par exemple en début de semaine pour un exploitant hydroélectrique. Je l'avais fait il y a 3 semaines pour un bureau d'études en renaturation écologique, mais ça peut être adapté dans plein d'autres contextes. Et puis si vous voulez déjà en parler pour savoir ce dont vous avez besoin, vous avez sur mon site dans l'onglet Contact
la possibilité d'avoir un échange gratuit de 30 minutes. Voilà, alors j'ai un peu explosé de timing, mais c'est pas grave. Je vais quand même garder, pour ceux qui sont encore disponibles, le temps de répondre à vos questions éventuelles. Alors, je vais juste regarder. Est-ce que on a des questions? Alors, j'ai rien dans questions-réponses, mais j'ai l'impression que j'en ai dans conversation. Alors, si j'en ai pas trop, je saurais les prendre. Alors, Hervé demande: existe-t-il des projections sur les intensités de pluie par occurrence afin de pouvoir projeter l'impact climatique en recalculant des débits sur des bassins versants non équipés? Alors, la question est très précise. Je vais dire ce que j'en sais. Il y a plusieurs points dans la question. Alors, des projections sur les intensités de pluie. Moi, j'ai beaucoup parlé de projections hydrologiques. Là, c'est plus une projection climatique. Ça existe. Il y en a. Alors, je ne sais pas sur quelle région est-ce que la question porte. Je ne saurais pas répondre sur toutes les régions du monde. En tout cas, pour la France, Météo France propose un site qui s'appelle Drias Climat, qui donne accès à ce genre de choses. Et ça, c'est franco-français. Sur d'autres régions du monde, sur d'autres pays, je présume qu'il y a des équivalents, mais que je ne connais pas. En tout cas, c'est le genre de choses qui peut exister. Avec une attention quand même, c'est que si on est sur des occurrences importantes, ça peut être compliqué. La prévision des extrêmes, c'est difficile, hein. Si par exemple on est à Dubaï, les crues, enfin les pluies diluviennes qui se sont abattues il y a, alors, je crois que c'est il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, je suis pas sûr qu'elles soient prévisibles de cette façon-là. Mais ça, c'est plus c'est un avis de non-climatologue. Il faudrait laisser parler un climatologue pour que la réponse soit plus carrée que ce que je viens de donner. Alors, est-ce que j'ai... Ah, et pardon, et dans la question aussi, il y avait la question des bassins versants non équipés. Alors ça, il y a aussi... ça, c'est un point... Je voulais en parler dans la présentation, et puis, de toute façon, j'étais déjà trop long, donc ça n'aurait pas été pertinent. Mais effectivement, il y a aussi beaucoup de bassins versants qui ne sont pas équipés, donc on dit souvent des bassins non jaugés. On n'a pas de mesure de débit. Pas de mesure de débit, pas de données, pas d'analyse statistique, pas d'évaluation des centiles ou quoi que ce soit. C'est compliqué. Oui, mais il y a des méthodes qui existent parce qu'on a souvent des bassins versants non jaugés, pas de données sur les débits, mais il y a une donnée qu'on a en quantité plus importante, c'est la pluie. Et même si un bassin, alors autant une rivière qui n'est pas jaugée, on ne peut pas inventer son débit. Autant un endroit où on n'a pas exactement le débit, peut-être que si on a quand même la pluie et qu'on construit un modèle pluie-débit pas idiot, on peut estimer le débit qui passe dans ce bassin versant alors qu'il n'est nullement mesuré. Ça existe. Il y a des méthodes qui existent pour ça. Alors spontanément, je pense par exemple à des choses qu'on peut trouver sur le site Chireg, c'est encore l'INRAE qui fait ça. Alors, ça concerne que la France, mais il y a des équivalents, je pense, pour d'autres pays. Ça, c'est des choses qui existent et qui sont bien utilisables lorsque le bassin n'est pas instrumenté, lorsqu'il n'est pas jaugé. Comment faire concrètement pour tester si les débits de crue QX sur un cours d'eau, donc débit instantané maximum annuel, présentent une tendance significative? Sur la base des lois statistiques utilisées sur les stations d'hydroportail ou autrement? Question de Mathieu. Merci Mathieu. Et alors, Hydroportail le fait pour nous. Donc si on parle d'une station hydrométrique dont les données sont accessibles sur l'Hydroportail, Hydroportail fait ses tests statistiques pour nous. Je le montrais sur un slide.
Alors c'est en tout petit en dessous, hein, c'est comme quand on achète quelque chose et qu'on signe un contrat, on lit pas les CGV tout en bas. Là, c'est un peu dans les CGV, donc c'est en petit, mais c'est bien accessible et c'est fait de façon automatique par l'hydroportail. Sachant que si c'est pas une station hydroportail ou si on veut le faire soi-même ou si c'est sur un autre site dont on a les données, mais pour lequel c'est pas accessible en ligne, c'est des tests statistiques qui se font assez facilement, hein. On peut faire ça, sur un tableur assez facilement ou, en faisant un petit morceau de code assez simple, on peut tester. Si je le caricature un petit peu, c'est des calculs de distance, hein. On se donne une hypothèse, il y a pas de rupture ou il y a une rupture et puis on calcule une distance par rapport à cette hypothèse pour savoir s'il est raisonnable de dire qu'elle est valide ou si au contraire, il est plus raisonnable de dire qu'il faut la rejeter. Donc c'est pas très compliqué à faire, hein. Ça se fait, moi, par exemple, la première fois que j'ai fait ça, c'était quand j'étais étudiant et que je faisais un stage de 2 mois, j'étais pas encore diplômé ingénieur. En quelques jours et quelques semaines, j'étais largement capable, de faire tous ces tests statistiques de façon tout à fait opérationnelle. Donc c'est vraiment pas quelque chose de difficile à réaliser. Heu, ensuite j'ai alors, tac, Mehdi demande: «Vous pensez quoi des nouvelles méthodes basées sur l'IA, comme Google Flood ou ECWMF pour les bassins non jaugés?» Alors ECWMS, j'ai jamais regardé, donc je sais pas. Google Flood, alors j'ai vu le rendu, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. En revanche, pardon, j'ai vu des choses il y a beaucoup de choses qui se font en IA, en hydrologie, hein, dans le domaine de l'eau, l'hydrologie est d'ailleurs peut-être le métier où l'IA est utilisée depuis le plus longtemps, hein. Ça fait déjà 20-30 années où il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dedans. Hem, il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont vraiment très bien. Après sur ces 2 outils-là, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai pas testé, j'ai pas d'avis. Mais de façon générale, l'IA est très utile, en hydrologie et notamment sur les bassins non jaugés. Je il y a, par exemple, un certain nombre de thèses qui ont été faites, à l'IMT, Mines, les mines d'Alès. Il y a un labo de recherche qui est très actif en IA et en hydrologie, avec beaucoup de thèses qui sont sur l'utilisation de l'IA, notamment pour la prévision des crues dites cévenoles. Donc c'est des crues extrêmement intenses et rapides, qu'on rencontre dans le sud-est de la France, dans le massif qu'on appelle le massif des Cévennes et beaucoup d'IA est utilisée pour faire ce genre de choses et avec beaucoup de très bons résultats, y compris sur des bassins non jaugés. Heu, donc ça, vous pouvez aller regarder, ce que font les mines d'Alès là-dessus. Il y a beaucoup de thèses librement accessibles en ligne et extrêmement intéressantes là-dessus. Sébastien demande: «On voit une forte augmentation de l'électrification de nos usages». Heu, ta ta ta, que alors attendez, je suis perdu. Que faut-il penser de la rationalité, refroidissement nucléaire et EPR, production hydroélectrique, sans compter l'évolution en région de cet engouement forcé? Alors là, je bottage en touche, hein. Bottage en touche complet. Heu, c'est pas mon domaine de compétence. Je sais pas. Heu, là, je vais faire, Thomas Ramos, Tamac pour ceux qui aiment bien le rugby, hein, j'envoie en touche, et puis touche. Je sais pas. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Attendez, je rebalaye, si jamais il y a une ou 2 questions qui traînent, je la prends encore. Un drop, ouais. Alors le drop, c'est quand on envoie entre les poteaux, ça fait 3 points. La touche, c'est pour gagner du terrain, pour, dégager son camp, mais c'est l'idée. Hem, ouais, ouais, double sens, ouais, merci, j'avais pas vu. Oui, c'est la goutte d'eau aussi. Ah et to drop it aussi, ouais. Merci Olivier.
Je crois que j'ai passé toutes les questions. J'ai des questions sur la mise à disposition de la présentation. Je la mettrai à disposition sur ma chaîne YouTube d'ici je pense que je vais même le faire tout de suite, là, parce que ça va généralement assez vite. Donc je la mettrai effectivement à disposition. Bon, j'espère que je pense, je vois plus de questions, hein. J'espère que le webinaire a répondu à vos questions. Merci à vous de l'avoir suivi. Et bah, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Au revoir.